Alors, on est sur la section 3 qui correspond à la notion d'équilibre. Et c'est quoi l'équilibre? C'est tout simplement la situation d'égalité entre les deux fonctions d'offre et de demande, la situation qui correspond à l'égalité entre l'offre et la demande pour déterminer le prix d'équilibre. Alors si on reprend les exemples précédents, on a du côté de la demande 20 moins 4 P de X qui est égal la fonction d'offre moins 40 plus 20 P de X. On essaie de tirer le prix d'équilibre et de remplacer au niveau des deux fonctions ce prix par la valeur correspondante et comme ça on va retrouver même les quantités d'équilibre à la fois d'offre et de demande. En développant, 20 moins 4 fois le prix de X est égal à moins 40 plus 20 multiplié par le prix de X, donc ça va faire 20 moins 4P de X plus 40 moins 20P de X, et on essaie de développer pour tirer le prix qui est égal à 2,5. Une fois on le remplace dans les deux fonctions, cela va nous permettre de déterminer la quantité d'offre et la quantité de demande d'équilibre qui est égale à 10. Donc il suffit de mettre ces différentes valeurs de prix, donc le prix qui est égal à 2 de ce côté, ça va nous permettre de dégager la quantité de demande qui est de 12 et aussi du côté de l'offre la quantité offerte qui est égale à 0 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais on sait que la situation d'équilibre, c'est la situation qui correspond à un prix de 2,5. Alors ceci va nous permettre de représenter graphiquement cet état d'égalité. Et donc, la courbe d'offre, c'est une courbe, certes, qui est croissante, sa pente, elle est positive, et la courbe de demande, elle est décroissante, c'est bien celle-ci, et l'égalité entre les deux, ça va nous faire ce prix qui est égal à 2,5, et avec une quantité d'équilibre pour les deux offres et de demande qui est égale à 10. Un autre élément aussi important, c'est qu'il y a deux situations loin de l'équilibre. Soit la situation d'excédent, al-fa'id, lorsque la quantité offerte dépasse la quantité demandée, cette quantité-là, et dans le cas opposé, dans le cas contraire, avec un déficit, donc le khassas, lorsque c'est la quantité demandée qui dépasse la quantité offerte. Alors, l'équilibre, c'est la situation qui correspond à un niveau d'échange qui est le plus élevé, parce qu'il satisfait à la fois le besoin du consommateur et du producteur. Et il y a deux situations d'équilibre. Il y a l'équilibre stable et l'équilibre instable. C'est ce qu'on va travailler sous forme, Inch'Allah, d'exercice. Quand vous parlez de l'équilibre stable, par définition, c'est la situation qui correspond à un état de déséquilibre. Mais quand il y a ce déséquilibre sur le marché, il n'est que momentané. Il n'est pas durable parce qu'il y a des forces sur le marché qui assurent le retour à la situation d'équilibre. Par exemple, la concurrence. Lorsqu'on a ce qu'on appelle munafasa entre les vendeurs sur le marché, on arrive à un certain moment pour se trouver sur la situation initiale, qui est la situation d'équilibre. Donc l'équilibre ici se fait automatiquement par la loi du marché, grâce à cette concurrence. Mais dans le cas d'équilibre instable, c'est le contraire. Avec un équilibre instable, il y a un déséquilibre sur le marché, mais il y a encore des forces sur le marché qui vont aggraver le déséquilibre et on ne peut jamais retrouver la situation initiale parce qu'il y a des phénomènes contre la loi du marché qui ne peuvent qu'aggraver la situation. C'est le cas du monopole, c'est le cas de la spéculation, contrairement à la concurrence. Alors, quand je parle de, disons, des phénomènes qui contredisent la loi du marché, cela veut dire quand votre prix normalement augmente, quand il s'agit d'une loi normale, il faut s'attendre à une diminution de la quantité demandée. Mais avec la situation de l'équilibre instable, c'est le contraire. Quand votre prix augmente, la quantité demandée augmente davantage, de façon à dépasser la quantité offerte, ce qui va aggraver le déséquilibre. Et quand il y a une diminution du prix, normalement la quantité offerte suit le prix. Elle doit diminuer en principe. Mais avec la situation d'équilibre instable, quand le prix diminue, la quantité offerte augmente de façon à dépasser la quantité demandée et donc on aura encore une fois une situation d'aggravation du déséquilibre.
Troisième situation, toujours dans le cadre de l'équilibre instable, normalement quand la situation est normale et quand l'équilibre est spontané, il est automatique, c'est la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, puisqu'on parle d'une approche microéconomique, lorsqu'il y a cette situation d'équilibre, normalement l'évolution de la quantité offerte et de la quantité demandée, c'est une évolution qui se fait dans le sens opposé. Quand l'offre augmente, la demande diminue et on aura un jeu de compensation qui assure le retour à l'équilibre. Mais avec l'équilibre instable, les deux évoluent dans le même sens. L'offre et la demande évoluent dans le même sens. Si l'offre augmente, même la demande augmente et ce qui va aggraver encore l'équilibre, le déséquilibre. Voilà, donc c'est ce qu'on a à dire au sujet de l'équilibre, mais on va voir encore la notion de l'élasticité. C'est quoi cette élasticité? Al-Moruna. L'élasticité, c'est une expression de la relation qui existe entre deux variables. C'est encore l'expression de la réaction d'une variable à la suite de la variation de l'autre. Et il y a plusieurs types d'élasticité. Il y a l'élasticité prix de la demande, EP sur D, qui mesure la variation de la quantité demandée en pourcentage face à la variation en pourcentage du prix. Si par exemple on calcule cette élasticité, on trouve que sa valeur en termes absolus est égale à 4, cela veut dire quand votre prix augmente de 1%, la demande diminue de 4%. Cette élasticité présente une formule qu'il faut apprendre, c'est la variation de la quantité demandée sur la quantité demandée et sur la variation du prix sur le prix. Autrement, c'est la variation de la quantité sur la variation du prix fois le prix sur la quantité demandée. Et la variation de la quantité sur la variation du prix, c'est-à-dire ce premier rapport, n'est que la dérivée première de la fonction de demande par rapport au prix. Donc on va dériver de ce côté-là, multiplier par le prix et diviser par toute la fonction de demande pour trouver la valeur de cette élasticité. Généralement, l'élasticité prix de la demande, elle est négative, vu la relation négative entre le prix et la quantité demandée, mais il y a des cas encore exceptionnels qui font que l'élasticité peut être aussi positive. Alors, l'élasticité peut prendre plusieurs formes et comment je peux la calculer, ça dépend des cas. Alors, si on a une fonction directe telle que le cas qu'on a vu au niveau de la fonction de demande, quantité demandée d'un bien x est égal à 20 moins 4p de x, pour trouver la valeur de l'élasticité, il suffit de dériver cette fonction par rapport au prix. Donc, 20 moins 4p de x, ça sera la dérivée de cette fonction qui va apparaître au niveau de ce premier rapport et multiplié par le prix sur la quantité, c'est-à-dire toute la fonction. Et il suffit de donner des valeurs encore au prix pour avoir une valeur exacte de l'élasticité. Et on a besoin d'avoir cette valeur exacte parce qu'il y a beaucoup de formes d'élasticité qui vont nous permettre de déterminer la nature du produit étudié. Alors, est-ce que le produit est ordinaire? Est-ce que le produit est de luxe? Alors, il y a des cas et tout dépend du calcul et tout dépend de la valeur de l'élasticité. Supposons qu'on a calculé l'élasticité prix de la demande et on a trouvé que cette élasticité est égale à 0. Alors on va dire que l'élasticité est nulle et que la demande est rigide. Et pourquoi? Tout simplement, même si votre prix change, évolue, votre quantité reste constante. La quantité ne change pas, ne répond pas à la, réaction, à la variation du prix. Et donc c'est le cas des médicaments. Hein, c'est le cas des produits stratégiques, par exemple. Même si le prix évolue, on est tenu de consommer une quantité donnée, donc l'effet de la variation du prix est nul sur la quantité. Alors, il s'agit ici d'une élasticité nulle. Et deux, il y a l'élasticité qui est comprise entre moins 1 et 0, autrement en termes absolus, c'est une élasticité qui reste inférieure à 1. Alors ici, on dit que l'élasticité est faible, que la demande est inélastique, et cela veut dire, même si on a une grande variation du prix, la quantité répond peu à cette variation. Il s'agit du cas des biens ordinaires, notamment pour le petit consommateur. L'élasticité qui est égale à moins 1, en termes absolus est égale à 1, c'est une élasticité constante
unitaire et cela veut dire que la demande est isoélastique. Cela veut dire que la variation du prix est égale à la variation de la quantité. Mais ici, on ne peut pas dégager la nature du produit. L'élasticité en termes absolus est supérieure à 1, autrement, c'est une élasticité qui tend vers l'infini. On dira donc que l'élasticité est élevée et que la demande est élastique, et cela veut dire que face à une petite variation du prix, votre quantité demandée varie grandement. Il s'agit des biens de luxe. On peut trouver d'autres élasticités. C'est le cas de l'élasticité revenue de la demande qui s'exprime ainsi. C'est la variation de la quantité demandée sur la variation du revenu fois le revenu sur la quantité. Et si on a une fonction de demande exprimant en fonction du revenu, cela veut dire que le premier rapport n'est que la dérivée de cette fonction par rapport à R. Alors généralement, l'élasticité revenu, c'est une élasticité positive, car la relation entre le revenu et la demande est aussi positive. Mais il y a des cas exceptionnels. Au regard de la valeur de cette élasticité, prise en termes absolus, lorsque elle est supérieure à 1, on dit que les biens sont de luxe. Et si elle est inférieure à 1, les biens sont ordinaires, des biens ordinaires pour le grand consommateur, et il s'agit des biens de luxe pour le petit consommateur. On termine par l'élasticité croisée de la demande. Si l'élasticité prix de la demande ou l'élasticité revenu de la demande permettent la détermination de la nature des produits, s'agit-il des produits de luxe ou bien des produits ordinaires, l'élasticité croisée permet de dégager la relation entre deux produits donnés, entre le produit A et le produit B. Autrement, s'agit-il d'une relation de substitution ou une relation de complémentarité où il n'y a pas de relation, on parle de l'indépendance. Alors, on va calculer cette fois-ci l'élasticité croisée, mais en fonction du prix et de la quantité croisée des deux produits. Donc, ça sera quoi? Ça sera la variation de la quantité demandée du produit A sur la quantité du produit A et sur la variation du prix du produit B sur le produit B. Autrement, c'est la variation de la quantité du produit A sur la variation du prix du produit B multiplié par le prix du produit B sur la quantité du produit A. Tellement simple, on va à ce niveau-là travailler des exercices, Inch'Allah, sous forme de tableau où la variation sur la variation n'est pas la dérivée, mais on va la travailler sous forme de différence. Ce sera la différence d'un point à un autre point. C'est une distance à calculer tout simplement. Et on va voir comment. De toute façon, trois formes d'élasticité croisée qu'il faut retenir. Si l'élasticité croisée est positive, on dit que les biens sont substituables. Elle est négative, les produits sont complémentaires. Et si c'est égal à 0, les produits sont indépendants. Pourquoi? Tout simplement, si vous avez un produit A sur le marché, et quand le prix de ce produit augmente, il faut s'attendre à la diminution de sa quantité demandée. Mais le consommateur va s'orienter vers le produit B, dont le prix est resté stable ou encore dont le prix a diminué. Et donc la relation finalement entre le prix de A et la quantité de B, c'est une relation positive et d'où le fait d'avoir cette élasticité croisée positive. Et ce sera le cas pour les produits ordinaires. Voilà.